Le bureau central de Niederbronn-les-Bains accueillait 4 artistes français, belges et espagnols en résidence pour un mois en Alsace-Lorraine. De cette expérience se dégage une exposition Sup Rosa. C'est un terme anglais très peu utilisé qui veut dire, qui signifie en douce ou en secret, en rapport avec au recyclage d'une réalité déjà là, donc en rapport avec le fait qu'il se soit imprégné du territoire et de la population. Photos, peintures ou enregistrements sonores, une ambiance à part entière ressort de cette recherche qui peut parfois paraître difficile à appréhender. On fait tout effectivement pour rendre accessible cet art à tout le monde, et d'où un accompagnement pour donner les clés de lecture. Des visites guidées permettent donc à chacun de se forger sa propre opinion sur ce premier pas vers le monde artistique contemporain. Un courant parfois provocateur, mais toujours en quête d'émotion. La basse-cour à la salle du cuirassier. Pour son 70e anniversaire, l'association d'aviculture de Reichshofen fait une présentation d'animaux. Pendant quelques jours, petits et grands découvrent volailles, lapins et pigeons de race pure. L'élevage des animaux de basse-cour, c'est notre hobby. Comme d'autres font du foot ou du volley ou du tennis, nous c'est la volaille ou le lapin. Un bon moyen de faire perdurer cette association 70 ans encore, intéressant de nouvelles recrues pour seconder et succéder aux actuels passionnés. Un cross un peu humide. 300 collégiens répartis en benjamins, minimes et cadets, filles ou garçons, pour un parcours de 2,2 à 4 km. Autour du plan d'eau de Reichshofen et dans la forêt, la pluie continue ne facilite pas la course. Cette rencontre interdistrict UNSS permet l'accession au prochain championnat départemental à Sarrebourg. Une motivation pour certains, même si tout le monde ne vient pas courir dans un esprit de compétition. Simplement aimer faire un parcours au cours d'un mercredi après-midi au lieu de rester chez soi, et puis de participer à leur niveau dans une course qui est offerte à tout le monde finalement. On déplorera juste la météo peu clémente qui, à l'arrivée, laisse des traces au moral et sur les coureurs. Publication célébrée à Griesbach. La jeune auteure, Elisabeth Jäger-Wolf, présentait son livre « Le passé en héritage » dans la commune qui a vu naître ses racines familiales. L'idée vient d'un moteur intérieur, j'ai envie de dire des tripes. Vraiment l'envie très forte de connaître mes grands-parents et leur personnalité au-delà d'une photo en noir et blanc. Plus qu'une simple saga familiale, c'est toute l'histoire alsacienne du début du XXe siècle qui est retranscrite à travers la vie d'un moulin. Pour le symbole, céréales, farine puis pain sont distribués. Un lâcher de ballon et un après-midi de dédicaces ou de retrouvailles pour l'auteur modeste, mais fédératrice dans ses écrits. Écoutez, mes grands-parents étaient des Alsaciens, je dirais une famille comme les autres. Et donc c'est vrai qu'à travers les événements qu'a subi l'Alsace depuis sur la période étudiée, donc grosso modo la première partie du XXe siècle, je crois que c'est tous les Alsaciens et toutes les Alsaciennes qui peuvent se retrouver. La Poste, service public plusieurs fois centenaire.
Vous rencontrez ces émissaires dans la rue ou au guichet. Mais savez-vous ce qu'il advient de votre courrier une fois posté? La boîte aux lettres est levée. Le courrier est tout d'abord oblitéré à la date de dépôt, puis trié par cendre. Ainsi classé, il est acheminé par camion jusqu'au centre de tri. Ce dernier fait parvenir les expéditions au bureau des destinations concernées. Là, une mécanique implacable s'enclenche. Un premier tri général répartit le courrier par tournée. Chaque facteur prend alors en charge son secteur et opère à de nouveaux tris. Les plis sont classés par rue, c'est le coupage. Arrive ensuite l'étape du piquage, qui consiste en un rangement des envois coupés dans l'ordre de la tournée. 17 facteurs, un préposé acheminement et un chef d'équipe. 19 personnes s'activent chaque jour pour traiter la masse du courrier sur nos communes. Nous traitons journellement une moyenne de 18 000 objets pour desservir une population tournant aux alentours de 20 000, 21 000 personnes. C'est-à-dire qu'on touche pratiquement chaque personne une fois par jour. Voitures, mobylettes et vélos sont alors mis à contribution. C'est parti pour 20 km de tournée. Au porte-à-porte, les facteurs acheminent l'ensemble du courrier. Pour alléger la charge des cyclistes, une partie de leur tournée est transportée en voiture jusqu'à des relais disséminés sur leur trajet. La région n'est pas toujours clémente avec les préposés. Côtes et descentes abruptes les mettent à rude épreuve. Mais quand la passion est là... Il n'y a que des côtés positifs de distribuer du courrier. Moi je dis toujours aux gens, c'est un super boulot dans le sens où on commence à 7 h le matin, on sort en tournée vers 10 h et après, ma foi, on est son propre patron sur la tournée, on peut vraiment s'arranger comme on veut. Les gens, bon, il y a toujours des gens un peu plus exigeants que d'autres, je dirais, mais dans l'ensemble, il faut aimer le contact et puis c'est un super boulot. La mécanique est bien huilée. Les courriers classiques sont actuellement distribués à J+1. Vitesse et fiabilité. Deux mots d'ordre principaux pour ce service public dont il est inutile de rappeler l'importance. En fait, dans la nature, le cheval n'est pas ferré et puis il va user ses pieds en se déplaçant pour aller se nourrir à l'état sauvage. Et là, comment faire? On a donc une pousse, donc il faut remédier à ça, il faut couper régulièrement. Voilà. Là. Oh. Donc là, on va ferrer un cheval qui a une ferrure de 6 semaines et qui est un poney de loisir. On va couper un peu de corne. En fait, on coupe ce qui a poussé dans les 6 semaines. Puisque la corne, ça pousse comme nos cheveux, comme nos ongles à nous. Là, on coupe la fourchette. Ça, c'est l'amortisseur du pied. La fourchette est propre. Maintenant, on va passer au pied proprement dit. Voilà ce qui a poussé en 6 semaines environ, quoi. Là, je vérifie l'aplomb pour voir si mon animal il sera bien droit par rapport à son attitude naturelle. Parfait. Bien. Plume. Là.
Là, son ancien fer n'est pas usé, donc on va le réutiliser. Donc je vais le remettre au feu. Le cheval, au niveau du sabot, il ne ressent rien si le fer est suffisamment chaud. Si le fer est bien chaud, on aura forcément une croûte noire qui va se faire au-dessus du pied. Et cette croûte noire est un isolant entre les parties vivantes qui sont un petit peu plus basses. Et donc notre fer qui est rouge. Voilà. Par contre, si le fer n'est plus rouge, la croûte ne se fait pas et la chaleur passe et c'est là qu'on brûle le pied du cheval. Et c'est très très mauvais. Il ne faut surtout jamais brûler un cheval. Ça fait une infection terrible. De la même sorte. Le pied du cheval se faire à l'enclume. Si le fer est mal ajusté, on a forcément une mauvaise ferrure. Voilà, le fer est prêt. La partie la plus difficile chez nous, c'est ce qui se passe ici, à l'enclume. Apprendre à forger, c'est difficile et c'est éprouvant. Je ne mets que 6 clous puisque c'est un pied qui est légèrement serré. Donc ça lui permet au travail de bien s'ouvrir au pied. On referme donc les clous avec la pince crocodile. Ça fait bien 15 ans qu'on connaît cet outil et puis on est bien content de l'avoir. Donc là on observe l'animal pour voir s'il n'est pas boiteux après la ferrure, premièrement. On voit également si le cheval se déplace bien par rapport à sa locomotion, s'il est ferré confortablement, quoi. Voilà. Le cheval, ça ne s'improvise pas quand même. Ça, c'est un peu dommage. On voit de plus en plus de gens qui achètent des chevaux qui sont mal installés, qui ne savent pas ce que ça coûte, qui ne savent pas bien s'en occuper déjà, qui voient des problèmes après quand il est un peu trop tard des fois. Il faut être passionné par le cheval. Il faut s'en servir un peu, il faut aimer pratiquer l'attelage ou l'équitation de loisirs ou le concours hippique ou quelque chose. Parce que je ne pense pas qu'on reste éternellement dans ce métier si on n'est pas un peu accro à ça, quoi. L'herbe folle soufflera sa 5e bougie le 1er janvier 2001. Et l'herbe folle est née, je dirais, d'abord d'un grand élan d'amitié. Nous étions une trentaine de membres fondateurs, en fait. Et c'est né autour de l'amour de la nature, de l'amour des jardins. C'est vrai que la particularité de l'herbe folle, c'est quand même la grande diversité de végétaux. Il y a une partie des plantes, des fleurs que vous voyez accrochées chez nous, que nous glanons dans la nature. Ça commence très tôt au printemps avec les boutons d'or, les cumas des prés, les carottes sauvages, toutes les herbes folles, parce que l'herbe folle, en fait, les herbes folles, ce sont les fleurs de l'herbe, le foin. Toutes les graminées qui poussent comme ça au bord des chemins, ce sont les herbes folles, dans un langage poétique et littéraire. Donc elles font partie de nos compositions florales. Il y a des grands classiques dans la fleur séchée, c'est bien sûr le bouquet, c'est le chapeau, c'est la corbeille de fleurs séchées, la couronne. Je dirais que ça, c'est des articles vraiment, ce sont des objets de base, mais qu'on peut décliner à l'infini. Aucun ne se ressemblera jamais. Et ici, à l'atelier, alors tout au long de l'année, tout au long des saisons, nous proposons des ateliers
à un public très varié qui nous vient du Haut-Rhin jusqu'au nord de l'Alsace, Strasbourg aussi. Et nous proposons aux gens de créer eux-mêmes des compositions florales. Vous torsadez les 2 brins de fil de fer en serrant bien pour que ça ne glisse pas lorsque vous ferez votre premier tour. Je fais un petit bouquet, 3-4 branches, je le maintiens avec mon pouce. Je fais 2 tours de fil de fer pour que ça tienne bien. Donc un bouquet à l'intérieur, un bouquet sur le dessus, un bouquet à l'extérieur. Pas dessous, puisque là il faut que ça soit plat, puisque ça repose sur la table. Donc ça c'est le premier tour. Il y a ce qu'on appelle dans notre langage à nous, un petit peu comme ça familier, des piliers d'atelier. Des gens qui viennent depuis 5 ans, qu'on revoit régulièrement. Et c'est vrai que c'est un peu une famille. Les gens trouvent chez nous, je crois qu'on peut le dire, sans fausse modestie, ils trouvent de la chaleur, de l'amitié, ils trouvent quelque chose qui va peut-être tout simplement mettre un peu de lumière dans leur quotidien. Et alors, il y a régulièrement aussi une imagination créatrice assez extraordinaire. Et là, je dirais, c'est Eliane et Ginette, c'est vrai, qui donnent cette impulsion et qui régulièrement, je dirais presque sans ferme à l'atelier, disent ce soir, on crée. Donc, elles sont ensemble, ou parfois l'une peut-être plus seule, et puis arrivent alors des réalisations comme celle-là que j'ai découverte aujourd'hui, magique, magnifique, inédite, ou alors avec des végétaux un petit peu particuliers, du liseron chinois, du raffia, des choses très très insolites qu'elles vont glaner comme ça au fil des emplettes. Et puis il y aura un moment comme ça magique où elles vont créer quelque chose de complètement différent. Ma grand-mère, qui m'emmenait faire des balades dans les champs, nous faisait à ma sœur et moi des couronnes. Des couronnes faites de trèfle, de marguerites, de Lychnis floscuculi, de petits œillets sauvages. Donc elle utilisait toutes les fleurs des champs et elle nous faisait des couronnes. Et je crois que j'ai encore cette image de ma grand-mère qui nous mettait sur la tête, à ma sœur et moi, ces couronnes. Et je crois qu'on porte en nous comme ça des parfums d'enfance qui font qu'on en arrive à ces corbeilles de fleurs séchées.